C'est le moment de poser la question. Hein? Parce qu'une fois au cap, bien au caille, il y a plus d'opportunités, non? Ok, donc on continue. Et ok, maintenant, et juste une clarification pour que vous puissiez savoir. En général, lorsque vous avez un médicament, le médicament est en général associé à un sel. Par exemple, là, on a cyclophosphamide monohydraté. Ok? Vous pouvez voir qu'on a un médicament qui s'appelle bon, doxorubicine HCl. Ok? Et chlorure de doxorubicine. Il y a toujours un sel associé au médicament. Parfois, en regardant le prospectus, ça peut être un petit peu bon, porter à confusion. Là, on a la dose propre à elle-même et aussi la quantité de sel qui est tout dans le médicament. Dans ce tableau-là, vous dit que par exemple, dans le vial de cyclophosphamide, le vial vient sous la forme de cyclophosphamide monohydraté. Donc, les deux ensemble ont un dosage de 734,5 mg. Ok, ça c'est cyclophosphamide et le sel monohydraté. Ça c'est si auparavant vous ne savez pas ce que c'était, vous dites ah, je vois qu'il y a quelque chose en plus là. Sachez qu'il y a toujours un sel associé au médicament. Ok, et pour certains médicaments, on donne la dose combinée. Ok, donc lorsqu'on prend la poudre et qu'on pèse la poudre de la partie monohydratée, donc une molécule d'eau, chimie, une molécule d'eau, ça pèse en tout 634,5 mg. Ok? Donc, par rapport au dosage normal, donc à gauche, le dosage normal, 500 mg, en agitant la partie monohydratée, on ajoute 34,5 mg. Ok? Donc, et puis ça, bon, dépendamment du vial que vous aurez, parce que la cyclophosphamide vient en trois façons. Bon, en analytique que j'ai vu, c'est 500 mg, 1 g et 2 g. Donc, pour chaque dosage, ça c'est le milligrammage avec le sel monohydraté. Et à droite, complètement, la dernière colonne, ça j'ai mis les diluants qu'il faut ajouter pour chaque vial. Ok? La dilution recommandée pour chaque vial. Ok? Ok. 5FU. Maintenant, pour le fluorouracil, les diluants qu'on recommande, c'est le normal saline et le D5W. Et l'administration se fait de deux façons. Avec la seringue et en perfusion continue. Très souvent, et ce qui se passe, on donne une première dose avec la seringue, on donne un autre médicament ensuite, après ça on passe à la perfusion continue. C'est plus ou moins ça. Ah ouais? Ok. Et pour l'administration en seringue, la dose prescrite encore, et entre brackets, pour une concentration qui est inférieure ou égale à 50 mg par cc, ce qui veut dire que vous-même les infirmières, vous allez apprendre à calculer vos concentrations. Ok, ça va se faire après, je crois dans les modules qui vont venir, pour savoir que lorsque j'ai un volume un vial de 100 grammes ou de 100 mg et que j'ajoute un diluant et j'ajoute un volume de diluant de 5, 10, 15 ou 20 cc, j'ai une concentration résultante dans mon vial. À partir de cette concentration-là maintenant, je vais calculer la dose prescrite par le médecin. Je vais reprendre encore. Je vais aller regarder un petit peu à gauche. Lorsqu'on a un vial de 1 g par exemple, si j'ajoute 10 cc, j'ai 1 g ou bien 1000 mg sur 10 cc. Ok? Donc j'ai dose sur volume. Ok? Qui c'est concentration égale dose sur unité de volume. Maintenant, 1 g 1000 mg sur 10 cc me donne une concentration finale de 100 mg par cc. Ok? Maintenant, si le docteur me demande 300 mg, par exemple, l'infirmière va savoir qu'elle doit prendre 3 cc. Parce que la concentration qu'elle a obtenue après sa dilution, c'est de 100 mg par cc. Ok? Donc ça, c'est juste quelque chose pour vous mettre sur la bonne piste. Pour savoir, lorsque vous allez calculer votre dose de chimiothérapie, et que vous allez faire ces calculs-là en fonction de la concentration. Ok? Ok. Maintenant,
Donc, pour les seringues, c'est poussée lente de 5 à 10 minutes. OK? Et pour les perfusions continues, dose prescrite et diluée dans 50 cc de diluant sur 15 minutes. Et deuxième recommandation, dose prescrite et diluée entre 50 et 1000 cc, en 50 et 1000 cc, c'est ça? Et sur une administration de 15 minutes jusqu'à 24 heures de temps. OK? Donc ça va dépendre du patient, du poids du patient et de paramètres que vous allez discuter plus tard. OK. Maintenant, stockage. Les mélanges de fibre de 5FU IV entre 50 et 1000 ml de NS ou de 5W non dilués sont stables pendant 72 heures à température ambiante. OK? Donc ça veut dire que c'est dilué, que c'est pas dilué, température ambiante 72 heures. Ça c'est une information qui est importante. Maintenant, si auparavant vous savez jeter vos doses, maintenant vous pouvez savoir que si la composition a été faite de façon aseptique, ce qui veut dire qu'on a minimisé le risque d'infection. C'est important aussi, parce que le temps de conservation dépend aussi de la méthode aseptique. Si par exemple vous ne faites pas la composition dans un milieu stérile ou un milieu qui est aseptisé le plus que possible, les chances d'infection vont augmenter parce que vous allez avoir une croissance de bactéries sur les zones qui ont été contaminées. C'est maintenant ce qui va mettre le patient en risque. Donc, le plus de temps que vous passez avec le vial, le plus de possibilités d'avoir une infection, de causer une infection chez le patient. On comprend? OK. Donc, on reprend mélange de FABFU IV donc dilué ou non dilué dans la seringue sont stables pendant 72 heures à température ambiante. OK, donc il est recommandé que si c'est vous qui êtes les infirmières en chef de vos services de chimiothérapie et d'oncologie, d'avoir un petit tableau, de prendre ces informations-là, de les reproduire dans un petit tableau. OK, et pour tous vos médicaments, vous savez, dilués, non dilués, telle concentration stable pendant tant de jours à température ambiante, réfrigéré tant de jours ou bien heures. OK? Et une chose qui est importante, automatiquement que vous allez dans un vial de médicaments qui a une durée de conservation qui est plus ou moins importante, il faut faire une chose. Qu'est-ce que peut me dire qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous entamez votre dilution, vous faites votre dilution, maintenant vous allez stocker ce vial-là quelque part. Mais comment votre collègue va savoir quand est-ce que le vial a été? Voilà. Donc, c'est la date que vous avez entamé le vial et la concentration. Maintenant, si vous mettez la concentration, déjà vous incluez la dose et la quantité d'eau déjà. Donc, le jour où vous avez entamé le vial et la concentration finale. C'est très important. Parce que, autrement, si par exemple vous travaillez en vendredi, vous retournez en mercredi, la personne qui va travailler lundi, mardi n'a aucune idée de l'heure et du début du vial. OK, donc c'est jeté. De portée de la lumière. OK? Question? Donc, ça répond à votre question, infirmière. Vous avez demandé avant qu'il n'y a pas d'informations sur le stockage et stabilité. Donc là, je pense que j'ai mis un bon nombre d'informations qui vont permettre de savoir comment stocker vos médicaments. OK. Paclitaxel, les diluants recommandés sont le normal saline, D5W, D5NS, D5LA. OK? Donc, administration, encore, dose prescrite entre 500, donc 2 ml à 1 litre, administré sur 3 heures. OK? Maintenant, les doses qui sont faibles peuvent être administrées, peuvent être diluées dans un volume d'un quart de litre de 250 cc. OK? Maintenant, là, on parle de la concentration finale. La concentration finale acceptable se situe dans un intervalle de 0,3 à 1,2 mg par cc. Ce qui veut dire, lorsque vous allez diluer votre vial de paclitaxel, il faut que vous sachiez les intervalles acceptables pour ce médicament. Donc, vous allez diluer ça avec le volume avec lequel vous allez vous mettre d'accord dans l'institution. Mais il faut que ce volume-là
et donne une concentration finale qui se situe entre 0,3 à 1,2 mg par cc. Ok? Maintenant, le début de la perfusion, selon le prospectus, qui est le package insert, c'est entre 3 heures et 24 heures. Donc, selon le protocole adopté et la dose qui a été prescrite. Et certaines formulations de paclitaxel ont une réaction avec le PVC. Donc, le PVC, c'est le matériel qui constitue la sacoche ou bien la seringue, le plastique. C'est du polyvinyle. Ok, donc ce matériel-là, le paclitaxel a tendance à adhérer pas vrai, sur les parois du PVC, et aussi parfois le PVC peut même se dissoudre et en petite quantité dans le médicament. Donc, on recommande d'utiliser un filtre de 0,22 microns. Ok? Donc ça c'est lors de la dilution et aussi lors de l'administration chez le patient. Donc, même aussi après avoir dilué ça, en utilisant le filtre, il faut aussi utiliser le filtre avant de donner ça au patient pour empêcher que certaines particules de PVC n'entrent dans la solution. Stabilité. Sous réfrigération, la solution peut se précipiter, mais se redissoudra à température ambiante. Et ce qui veut dire que vous pouvez voir que vous prenez un verre de paclitaxel et que vous voyez que il y a un précipité et au fond du vial. Mais du moment que vous mettez le vial à température ambiante et en secouant ça légèrement, la solution a tendance à se redissoudre encore. Mais ça peut arriver que ça n'arrive pas. On attend un peu. Si ça arrive que vous prenez un vial et vous voyez un précipité, et que même à température ambiante pendant un petit temps, que le produit actif ne se redissout pas, il faut éliminer ce vial. Ça peut arriver que le produit a perdu sa stabilité et que maintenant ça ne rentre plus en solution. Ok? Ok, donc si la solution demeure nuageuse ou un précipité insoluble se forme, la solution devrait être mise à l'écart. Les solutions pour perfusion préparées selon les recommandations seront stables à température ambiante, approximativement à température moyenne de 25 degrés Celsius, à l'abri de la lumière pour au moins 27 heures. Donc c'est 27, c'est pas 24, je ne sais pas pourquoi, mais les études ont dit 27 heures. Ok, maintenant en résumé, qu'est-ce qu'on a appris? C'est qu'il faut être vigilant pour administrer les produits et chimiothérapeutiques. Il faut vraiment connaître nos 6 lois: bon patient, bon médicament, bonne dose, bonne voie, pas vrai, et puis bonne thérapie. Maintenant, ça c'est pour le patient. Pour le médicament, maintenant nous connaissons les étapes à suivre. Ok, nous avons les diluants, nous avons l'administration. En diluant, on a quel diluant? On a première dilution, seconde dilution, quand c'est possible. On a l'administration, on a la concentration. Donc maintenant, vous avez déjà un bon nombre de choses qui sont des guides de travail pour éviter les erreurs, pour donner le meilleur soin possible aux patients. Donc soyez vigilants, vérifiez les concentrations et le débit d'administration. Parfois, on peut avoir des intolérances qui ne sont pas seulement liées au médicament lui-même, mais liées à la rapidité de l'administration. Si on donne ça trop vite. Ok? Chaque médicament de chimiothérapie a son comportement à lui, comme on vient de le découvrir. Et prière, surtout dans votre carrière d'infirmière, toujours essayez d'avoir accès à les ressources, consultez-les, reconsultez-les et reconsultez-les encore. Ok? Là, c'est une liste de références qu'on a utilisées pour la présentation. Et c'est des questions. Je suis ouvert aux questions. Pas de questions? Bon, aimez ça. Pardon? Non, on peut. Lorsque vous allez revoir l'information sur les slides, chaque médicament, après être dilué, a un temps, ok, de conservation, ok, selon ou non que ce médicament-là a un agent de conservation, ok, ça peut être un temps qui est court, de 6 heures à 24 heures, ou jusqu'à peut-être 72 heures,
Ok? Donc là, je vous ai donné quelques médicaments parce que déjà, il est midi et il faut aller faire la pratique. Donc, il y a un très grand nombre de médicaments chimiothérapeutiques. Ok, on n'a pas inclus le vincristine, vinblastine, il y a beaucoup d'autres, bléomycine qu'il faudrait revoir. C'est pour ça que je vous encourage à donner votre email à Madame et à Miss Gabrielle pour que je puisse vous envoyer le reste des médicaments et certaines informations qui sont pertinentes. Ok, donc s'il n'y a plus d'autres questions, donc ça marque la fin de la présentation. Et je vous remercie pour votre focus, votre intérêt. Ok, donc bonne chance. D'accord. Ce matin, on va continuer avec la présentation de documentation. Et l'objectif de cette présentation, c'est d'ici la fin de cette séance, on sera capable de répondre aux questions suivantes. Pourquoi nous documentons? Qu'est-ce que nous documentons? Comment devons-nous documenter? Et quels outils, formes sont disponibles pour faciliter la documentation? Pourquoi nous documentons? Très très important, belle question. Et on doit pourquoi nous documentons? Peut répondre? Pour communiquer, pour statut du patient et sa gestion, et effets indésirables chez les patients.